Il sentit la tiédeur de l'arbre. C'était la fin de l'été. Les branches avaient engrangé une douce chaleur. Toby était encore dans les hautes branches, ces régions sur lesquelles le soleil se pose du matin au soir et met partout une odeur de pain chaud, l'odeur du pain de feuilles de sa mère qu'elle frottait au pollen. C'était un extrait de la 6e page d'un des livres dont je vais vous parler ici. Vous pouvez checker dans la description si vous avez trouvé duquel il s'agissait. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode Écosis, la série du podcast La 6e page dédiée à l'écologie en littérature de fiction. Je suis tellement heureuse de vous proposer le premier épisode thématique de la série Écosis, qui est un format pour lequel j'ai déjà plein d'idées, et dans celui-ci nous allons découvrir des livres sur les arbres et les forêts. J'avoue que je savais pas trop comment allait être perçu le titre de l'épisode, mais non, on va pas parler ici de l'impact du monde du livre sur les forêts, même si c'est vraiment un sujet que j'aimerais bien traiter une autre fois. En tout cas, je dois dire que je suis d'autant plus contente de parler des arbres et des forêts que depuis que je suis toute petite, j'y suis très sensible. J'adorais les livres qui parlaient d'arbres, me promener en forêt, et surtout, j'ai un petit peu eu l'impression de dormir dans un arbre toute mon enfance parce que j'avais un lit mezzanine dans ma chambre, avec une frise tout du long qui représentait des branches avec plein de micro-habitations et un mini-peuple qui vivait dessus, et j'adorais vraiment ça. Donc pour moi les arbres c'était assez magique, je savais parfaitement trouver ceux qui abritaient des fées, parce que ben oui je croyais dur comme fer dans les créatures et peuples de la forêt, et je me rappelle aussi avoir imaginé un château miniature dans la forêt, à côté de chez moi, dans une vieille souche d'arbres recouverte de mousse. Donc vraiment les arbres c'était un terrain de jeu, un univers à part entière et plein de possibilités. Donc pour commencer, je voulais parler un petit peu de ce symbole de l'arbre qu'on retrouve dans énormément d'œuvres, et d'ailleurs qu'elles portent ou non sur l'écologie. L'arbre, c'est le symbole de la vie par excellence, plus que la fleur qui est éphémère, plus même que l'eau qui nous glisse entre les doigts. Son cycle de vie rythme notre quotidien, nos saisons, il les matérialise par son apparence qui change tout au cours de l'année, plus que même le temps dehors ou la température. En tout cas pour ce qui est des feuillus, puisque ceci évoque un cycle. L'arbre met en communication les 3 niveaux du cosmos, donc le souterrain par ses racines, la surface de la Terre avec son tronc et ses premières branches, et les hauteurs par ses branches supérieures et sa cime, qui sont attirées par la lumière du soleil. Avec ses racines qui plongent dans le sol et ses branches qui s'élèvent dans le ciel, l'arbre est souvent considéré comme un symbole du lien entre la Terre et le ciel, et il possède donc un caractère assez central, à tel point même qu'il va parfois jusqu'à représenter le monde. Des arbres ont été sacralisés, des forêts ont été sanctuarisées, que ce soit par des religions ou par des peuples, et d'ailleurs elles le sont encore aujourd'hui par beaucoup de peuples qui vivent bien plus à l'écoute de la nature que notre société occidentale, et où l'arbre va tenir une place assez centrale. En tout cas, il est toujours associé à ce qui est vivant et créateur. L'arbre est tangible, il est ancré, il est fort, il voit passer plusieurs générations. Il nous offre même notre oxygène, donc ce qui nous permet littéralement d'assouvir un besoin primaire, respirer. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il est aussi très représenté dans les logos et repris dans la communication de nombreuses marques, parce que aussi devenu un petit peu symbole suprême de l'écologie, et tout ce à quoi il nous renvoie laisse à penser à une marque durable par bien des aspects. Prospérité, développement, le côté naturel, organique, engagé, tant de mots que l'arbre nous offre et que beaucoup d'entreprises utilisent à tort ou à raison. Et puis chaque arbre a également son propre symbolisme, mais on peut globalement dire qu'ils sont associés à ces mots qu'on a dit un petit peu plus tôt, et puis donc c'est ça, la force, la vitalité, la vigueur, la protection, longévité, sagesse, cycle. Et pourtant, l'arbre et la forêt ne provoquent pas du tout les mêmes sensations chez nous les humains. Espace sombre, lugubre, ou mystérieux, magique, impénétrable, dangereux, là où l'arbre inspire une force tranquille, la forêt évoque quant à elle les forces dévorantes de la nature. Inhospitalière et pourtant majestueuse, on en tire une signification symbolique qui est assez ambiguë, parce qu'elle est autant synonyme d'angoisse que de sérénité, d'oppression que de libération. Et puis les contes ont souvent alimenté notre peur des sous-bois, où ils inspirent souvent la terreur, car c'est là qu'habitent les sorcières, les loups, les ogres, et c'est un lieu où on se perd, où l'on affronte son destin, et où l'on grandit également. Et puis la forêt peut aussi devenir un lieu magique, objet d'aventure et d'apprentissage.
Finalement, la forêt est assez ambivalente, tantôt enchantée, merveilleuse, tantôt hantée, dangereuse. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un espace de vie et de connaissance. Et puis aujourd'hui, les forêts et les promenades qu'elles nous offrent en font un vrai lieu de régénération et de ressourcement. Et maintenant, on va pouvoir parler recommandations, avec dans un premier temps des romans, parce que c'est surtout ce genre d'ouvrage que le projet Ecosys porte, mais on abordera ensuite d'autres recommandations autour de cette thématique de l'arbre, avec des essais, documentaires, mais aussi des films, des jeux et même de la musique. Et on commence assez fort avec ce livre dont je vous ai déjà pas mal parlé dans le podcast, mais on va approfondir un peu la chose ici. Ce livre, c'est « Et le désert disparaîtra » par Marie Pavlenko, et il est publié en brochet chez Flammarion Jeunesse et en poche chez J'ai lu. L'histoire se déroule dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt, et espérons et agissons pour que ça n'arrive pas, puisque la vie a quasiment entièrement disparu de la surface de la Terre, et le sable a désormais pris sa place. Il reste encore la ville qui achète du bois aux chasseurs des tribus du désert. Sama aimerait être chasseuse, comme c'est le cas des hommes de son peuple nomade, mais on lui a toujours enseigné que ce n'était pas la place d'une femme. Un jour, la jeune fille désobéit et suit les hommes à la chasse. Mais la terre est hostile et Sama se perd. Elle va errer dans le désert jusqu'à une rencontre qui changera sa vie, son destin et celui de sa tribu. C'est un livre qui est très marquant, plein d'espoir malgré ce contexte quand même assez angoissant à lire parce qu'il décrit une réalité qu'on veut jamais connaître. Sama, c'est une jeune fille déterminée qui aspire à une vie qui n'est pas celle dictée par sa société. Et donc, outre les questions environnementales qui sont quand même prédominantes dans le récit, vous l'aurez compris, on a aussi une héroïne féministe qui incarne ses choix. Et donc Sama va apprendre à ses dépens à connaître la vie, littéralement, à comprendre son fonctionnement, les cycles qu'elle engendre, les éléments dont elle dépend, grâce à un arbre, le premier qu'elle ait jamais vu. C'est un livre magnifique qu'on pourrait presque décrire comme un conte ou une fable. C'est une ode aux arbres, aux vivants, et on peut le situer en littérature young adulte, je pense. En tout cas, je vous le conseille à 1000%, d'autant plus qu'il est écrit par une autrice française dont perso je suis toutes les parutions, parce que c'est une de mes autrices préférées. Donc vraiment, il vaut le détour. Et on va maintenant parler de Dans la forêt de Jean Egland, qui est publié en brochet et en poche chez Goldmeister. Et alors ici, je m'attaque un peu à un monument quand même, à tel point que j'ai hésité à lui dédier un épisode de podcast entier, mais je me suis dit que ça serait peut-être un peu redondant étant donné que je tenais tout de même à vous en parler ici. Donc dans ce récit, plus que l'arbre lui-même, c'est de la forêt dont on va parler, qui est le contexte de toute l'histoire. Alors j'avoue que c'est pas facile de savoir par où commencer, mais déjà c'est un roman qu'on peut classer comme dystopie, mais on est très loin de Divergent ou Hunger Games, il s'agit pas du tout d'un roman spectacle, ni d'un futur hypothétique auquel on pourrait avoir un petit peu du mal à rattacher nos existences comme ça. Ici on a un roman intime qui nous pose face aux conséquences directes de nos modes de vie actuels, donc angoisse clairement, mais l'apprentissage, comme dans le roman précédent, fait toujours naître l'espoir et cette prise de conscience qu'on appartient pleinement au monde. On y suit deux sœurs, Nell et Eva, qui ont respectivement 17 et 18 ans, et elles vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. La civilisation va petit à petit s'effondrer, leurs parents vont disparaître et elles vont se retrouver seules avec elles-mêmes. Mais elles ont vraiment cette envie de vivre et toujours l'espoir que tout redeviendra comme avant, ce qui est, je pense, un sentiment totalement humain. Elles vont devoir apprendre à grandir autrement et à faire confiance à la forêt qui les entoure, qui est remplie d'inépuisables richesses, mais qu'elles n'ont jamais réellement cherché à comprendre. Ça a été un best-seller mondial, et l'autrice Jean Egland a choisi de reverser une large partie de ses droits d'auteur au profit de la reforestation. C'est un livre qui m'a tellement marqué. Déjà, sa narration donne le ton, avec son absence totale de chapitres. On lit le livre dans un seul souffle, très long, très lent. On vit tout avec ces deux sœurs sans aucune saccade, à part le rythme de leur vie. Ça accentue vraiment le réalisme du récit, que j'ai trouvé terriblement vrai. Il a été écrit bien avant le Covid, puisqu'il a été publié pour la première fois en 1996, et pourtant l'autrice a parfaitement décrit cette sensation qu'on a un peu vécue de voir petit à petit les libertés se restreindre, la nourriture être rationnée, alors à une échelle tout autre évidemment, et puis il y avait une urgence sanitaire qui justifiait bien évidemment la situation, mais tout de même on a un petit peu vécu ça aussi, et cette idée qu'on s'habitue à tout, qu'on s'adapte pour des questions de survie.
Le livre m'a aussi rappelé qu'aujourd'hui, nos modes de vie font qu'on ne connaît rien de la vie. On a beau apprendre la photosynthèse à l'école, on n'a réellement aucune idée de comment on pourrait vivre si demain les supermarchés fermaient leurs portes, si les humains commençaient à se méfier les uns des autres pour ne finalement plus se fréquenter. Alors bien sûr, je généralise, hein, il y a plein de personnes qui s'intéressent de très près à la nature et ses apprentissages, que ce soit des naturalistes pros ou amateurs, des gens qui produisent eux-mêmes leur nourriture, ça va de l'agriculteur au propriétaire d'un petit potager. Mais c'est vrai que le cycle des saisons, les semis, les connaissances des plantes, des animaux, ça ne fait plus partie de nos apprentissages communs qui sont pourtant essentiels à nos vies. Et donc, à moins d'avoir la chance d'être élevé en apprenant tout ça de par sa famille ou bien d'être autodidacte, c'est pas le genre de choses qui est enseigné dans les écoles traditionnelles. On est tout à fait déconnecté de ce qu'on mange, même si, je le rappelle, hein, il y a toujours des personnes qui ont eu cette conscience, mais c'est vraiment un livre qui m'a rappelé ça, que si demain la commercialisation de nourriture s'arrêtait, est-ce que moi je serais capable de survivre? Donc en bref, je suis sortie de cette lecture avec une hâte encore plus grande que celle que j'avais déjà de préparer un potager et d'apprendre plus sur la biodiversité, sur les plantes qui soignent, les plantes comestibles, les indicateurs d'eau non polluée, les noms des oiseaux, enfin, toutes ces choses de base pour connaître son environnement proche et prendre pleinement part à notre écosystème. Ce livre a aussi fait écho à beaucoup de souvenirs d'enfance, parce que même si je n'ai pas, comme les filles, fait l'école à la maison, ni grandi dans une forêt, j'avais tout de même un bois et un étang pas loin de chez moi, et j'y allais très souvent pour jouer. Et mon éducation a été aussi en grande partie faite par ma mère et dans mon quartier, où tout le monde était très sensibilisé sur les écosystèmes locaux, et où mon enfance a été un petit peu rythmée par des sorties nature. Alors ce sont malheureusement pas des connaissances que j'ai entretenues, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de tout redécouvrir, mais en tout cas, quand Nell décrit cette souche d'arbre qui leur faisait un parfait fort au fond des bois, j'ai vraiment retrouvé cette sensation de faire moi aussi mes jeux dans les souches d'arbres, comme je disais un petit peu plus tôt en intro. J'avoue que ce livre m'a entièrement séduite, à part une chose que j'ai préféré occulter pour le bien de mon appréciation globale, mais j'avoue qu'il y a une scène que je n'ai pas comprise, qui m'a même énormément choquée. J'ai d'ailleurs dû poser mon livre et me demander si je souhaitais vraiment continuer, ou si je préférais l'arrêter là. Alors que juste avant, je me faisais justement la réflexion que je sentais le coup de cœur arriver pour ce récit. Je vais pas dire ce que c'était, mais c'est dans la relation entre ces deux sœurs qui, après de multiples blessures et traumatismes, tentent tant bien que mal de se reconstruire à deux. Et à un moment, ça passe par cette scène que j'aurais voulu ne pas lire. J'essaye encore de comprendre ce qui peut la justifier, ce qui a pu la motiver. Alors, je vois l'idée, mais vraiment pour moi, ça passe pas. Donc, c'est un récit qui peut quand même être assez dur à lire par moments, assez rude. Si jamais il y a des sujets auxquels vous êtes particulièrement sensible, n'hésitez pas à venir me demander les thèmes difficiles par mail ou sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir. L'aparté est passé, je préfère réocculter à nouveau cette partie et repartir sur du positif. Donc j'ai noté beaucoup de citations dans ce livre parce que beaucoup de choses de remarques m'ont parlé. Et il y a un passage que j'ai trouvé particulièrement percutant parce que ça illustre à la perfection ce que j'imagine beaucoup ont pu ressentir dans toute cette période très étrange de confinement en 2020, où on a vu des choses terribles arriver, et en parallèle, l'arrêt de l'activité humaine qui faisait dégringoler la pollution de manière significative dans les mégalopoles, et qui envoyait une bouffée d'espoir quant à la suite des choses. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Et donc on nous dit, en même temps que l'inquiétude et la confusion, est apparu un sentiment d'énergie, de libération. Les anciennes règles avaient été temporairement suspendues, et c'était excitant d'imaginer les changements qui naîtraient inévitablement de ce bouleversement, de réfléchir à tout ce qu'on aurait appris et corrigé quand les choses repartiraient. Alors même que la vie de tout le monde devenait plus instable, la plupart des gens semblaient portés par un nouvel optimisme, partager la sensation que nous étions en train de connaître le pire, et que bientôt, quand les choses se seraient arrangées, les problèmes à l'origine de cette pagaille seraient éliminés du système. Et l'Amérique et l'avenir se trouveraient en bien meilleure forme qu'ils ne l'avaient jamais été. Et puis vient le constat après coup que si des choses ont changé, certes, les habitudes reviennent également aussi vite qu'elles sont parties. Et pour finir sur ce titre, il existe donc un film que je n'ai pas vu, mais j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, et il y a également une BD que je n'ai pas lue non plus, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé si vous avez eu l'occasion de les découvrir.
Sur le titre suivant, je vais pas tellement m'appesantir parce que je lui ai déjà dédié un épisode entier sur le podcast et que je vous invite à écouter pour plus de détails. Et il s'agit de Tiziri, écrit par Alexiane de Lys. C'est publié en brochet chez Plume Blanche et en poche chez Le Livre de Poche. On va suivre l'aventure de Tiziri, une jeune fille qui est mise à l'écart par les siens à cause de son albinisme, mais Tiziri est la meilleure faucheuse. Elle rapporte donc de la nourriture sous le dôme qui protège les humains, mais elle est amenée à aller chasser de plus en plus loin dans la forêt car les proies se raréfient. Et puis il y a les terribles écomères qui ont envahi la Terre des décennies plus tôt et qui sont une menace qu'elle aimerait mieux éviter de croiser. D'autant plus qu'il semble avoir un lien étroit avec cette nature sauvage et hostile à l'égard des humains. Mais la curiosité de Tiziri va l'amener à des découvertes qui vont lui faire remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné jusque-là. Les arbres et la forêt ont vraiment une place centrale dans toute l'aventure de Tiziri, avec tout un écosystème complexe d'interrelations qui est créé. C'est une histoire qui saura séduire les amateurs de fantasy, comme c'est mon cas, avec son côté peuple de la forêt qui pourrait rappeler Avatar. J'ai adoré cette biologie, donc 2 tomes, qui présente quand même certains défauts, j'ai trouvé, notamment la transposition de qualité ou de réflexion humaine sur les plantes et végétaux que j'ai trouvé parfois assez peu subtile. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi une romance qui prend un peu plus de place dans le second tome, mais là c'est à vous de voir si vous aimez ça ou pas. Dans l'ensemble, c'est une super saga qu'on n'a plus envie de lâcher une fois commencée, et je pense que c'est un très bon moyen aussi de sensibiliser un public qui n'est pas forcément adepte des romans sur l'écologie. C'est vraiment un bon livre pour découvrir tranquillement la fiction en lien avec l'environnement, sans ce côté indigeste que certains pourraient trouver à ce genre de roman. C'est vraiment super addictif comme lecture, et en plus les couvertures sont super belles. Un des points forts du récit, ce sont les personnages, et notamment Tiziri, qui est une héroïne forte mais avec ses fragilités, mais qui est surtout très réfléchie. Elle analyse, elle remet en question ce qui l'entoure, elle se remet en question, et c'était vraiment super d'avoir une héroïne comme ça, j'ai beaucoup apprécié. Et il y a le tome spin-off sur un des personnages, donc Kael, qui est sorti hier, le 4 juin, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'attends même qu'on parle beaucoup plus de la nature et des relations avec la forêt. On va maintenant parler d'un roman tout doux, un roman jeunesse à lire à partir de 8-9 ans, et c'est un titre d'Aurore Gomez, il s'agit de La forêt de Yara, publié chez Rajo. C'est donc l'histoire de Yara, une petite fille qui vit depuis toujours à l'écart du monde dans la forêt avec sa mère qui modèle la terre pour en faire des sculptures d'animaux, et sa grand-mère, fine connaisseuse des plantes. Ce sont 3 femmes qui vivent au plus proche de la nature. Puis, un jour de jeu dans la forêt, Yara va apercevoir au loin une mystérieuse jeune fille aux cheveux blancs. Ne pouvant pas s'empêcher de penser à elle, Yara décide alors de partir à sa recherche dans la montagne. L'autrice nous offre dans l'univers de cette forêt un roman plein de poésie, empreint de touches fantastiques, et on a un vrai développement, une vraie évolution de Yara, cette jeune fille un peu sauvage qui apprend peu à peu à sociabiliser. Et puis une des dimensions que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que cette jeune fille qui n'a toujours connu que les bois appréhende et décrit ses émotions en les ramenant toujours à ce qu'elle connaît, donc la nature qui l'entoure. Et on a ainsi droit à de jolis passages comme « Parfois mes émotions sont comme une rivière en crue » ou encore « Je me sentais vibrer avec la nature, c'était comme si mon corps était une éponge qui se gorgeait de l'ombre des arbres, des mugissements du vent, des points de couleur des fleurs et des caresses des hautes herbes. Chaque parcelle de ma peau répondait aux sensations engendrées par la nature. » Je vous le conseille vraiment, c'est une très jolie histoire qui saura plaire aux plus jeunes lecteurs comme aux moins jeunes et qui met en valeur les relations que l'on peut avoir avec notre environnement proche. Lorsqu'en 1953, le magazine américain The Reader's Digest demande à Jean Giono l'écriture d'un texte dans la rubrique « Le personnage le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré », l'auteur envoie une nouvelle qui parle d'un homme à la force tranquille, un berger solitaire qui plante des milliers d'arbres de telle façon qu'au fil des ans, les collines autrefois nues d'une zone aride et sauvage de Provence reverdissent et les villages alentours, autrefois désertés, reprennent vie. Une nouvelle qui a ensuite été publiée au titre de L'homme qui plantait des arbres, donc par Jean Giono. À l'époque, c'est difficile de savoir si cet homme qui, je cite, avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres
et donc n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Il y a rien qui nous prouvait qu'il ait vraiment existé. Mais 4 ans plus tard, Giono affirme qu'il s'agit d'un personnage inventé et que son but était de faire aimer l'arbre, ou plus exactement, faire aimer à planter des arbres. L'auteur a d'ailleurs pu constater sa réussite car le texte a été traduit dans de nombreuses langues et Giono a donné ses droits gratuitement pour toutes les reproductions. Il dit d'ailleurs « Il ne me rapporte pas un centime et c'est pourquoi il accomplit ce pourquoi il a été écrit ». C'est un très court et très chouette récit qui accomplit effectivement ce pourquoi il a été écrit, parce qu'on ressort de cette lecture en ayant clairement envie de planter des arbres. Et j'avais bien envie de terminer sur cette saga qui a entre autres largement contribué à mon envie de créer ce projet Ecosis, et c'est Toby Lollness par Timothée de Fombelle, publié en brochet chez Gallimard Jeunesse et en poche chez Folio Junior. Et pour ce titre, vous pouvez être certain que je vais en faire un épisode entier un jour à l'occasion d'une relecture, d'autant plus que la série animée est sortie il y a quelques mois et que je n'ai toujours pas pu la regarder parce qu'elle n'est disponible qu'en France, donc ça devra attendre mon retour. Et puis je pense que ce livre m'a aussi beaucoup ramené à mon enfance avec, comme je le disais au début de l'épisode, cette frise que j'avais au-dessus de mon lit qui représentait un peuple miniature qui vivait sur des branches des arbres. Donc c'était absolument magique pour moi de retrouver ce genre d'imaginaire qui a clairement bercé mes rêves de petite fille. Ici, on suit Toby, qui, je cite la première phrase du roman, mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. J'adore cette phrase. Et Toby court sur les branches de l'arbre qu'il l'a vu grandir. Il est épuisé, il est blessé, et il fuit traqué par les siens. Son peuple habite le Grand Chêne depuis la nuit des temps, et parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée et emprisonnée. Seul Toby a pu s'échapper. C'est un livre qui est absolument génial, qui est touchant par toutes ses dimensions. Premièrement, Timothée de Fombelle, c'est un de mes auteurs préférés de tous les temps, donc ça partait déjà très bien. Et ici, il nous offre un mélange d'émotions absolument sublime. Et je suis tombée sur un extrait de critique, donc ce n'est pas de moi, mais ça incarne parfaitement le récit, et en plus, la personne exploite le champ lexical de l'arbre. Moi je dis oui, j'adore ce genre de texte, et donc ça a été publié sur Babelio, et la personne nous dit « Un univers touffu, densément peuplé, dont les ramifications s'entrelacent sans jamais s'en mêler, un arbre généalogique dont les racines s'enfoncent profondément dans le passé, un macrocosme segmenté, des cimes ensoleillées et convoitées aux basses branches humides et sauvages, en passant par un écheveau de rameaux réservant 1000 surprises. Un écosystème fragile, menacé par le productivisme, la cupidité, les obscurantismes et les populismes. » C'est la critique que j'aurais aimé écrire, c'est exactement ça. Entre la plume de l'auteur qui est si belle, une intrigue qui tient en haleine, des personnages complexes, terriblement humains, les critiques multiples et subtiles de la société qui sont pleines d'humour. Finalement, Timothée de Fombelle nous offre une magnifique métaphore de notre monde actuel sur tous ses aspects. L'auteur a vraiment réussi à créer un univers fantastique qui mêle écologie, poésie, beauté, philosophie, humour, avec des personnages très attachants, et notamment Toby qui fait preuve de beaucoup de courage, qui est animé par le besoin de faire ce qui est juste. Tout l'écosystème de l'arbre est expliqué, le fonctionnement de la sève, les relations qui se jouent, c'est passionnant tout ce qui a été imaginé et utilisé par Timothée de Fombelle. C'est un univers dense, absolument fascinant, pour un excellent roman jeunesse, mais qui a son lot de moments difficiles à lire. Je dirais pas que c'est pour des jeunes enfants. Moi je l'ai lu en étant adulte et je me suis plus que régalée, parce que c'est avant tout un formidable roman d'aventure et de voyage qui a plusieurs niveaux de lecture. Et j'avais bien envie de terminer cet épisode thématique avec quelques recommandations bonus, un peu hors série entre guillemets, dans le sens où il ne s'agit pas de littérature de fiction, mais d'un peu de plein de médias culturels différents. Je vais pas nécessairement vous en parler en long, en large, en travers, mais je trouvais ça sympa de vous proposer d'approfondir un peu le sujet sous d'autres formes aussi. Et on commence par un manifeste qui est Sauvons la forêt de Nathalie Torgman. C'est publié aux éditions Rustica et c'est un livre qui s'inscrit dans une collection intitulée 10 actions pour réagir.
et qui décline le principe aux abeilles, aux océans, à la biodiversité, etc. J'aime beaucoup ce petit format qui se présente à chaque fois plus ou moins de la même façon. En l'occurrence ici, on a eu des infos sur le fonctionnement de la forêt, son rôle, puis un état des lieux de la situation actuelle avec des chiffres, donc c'était surtout sur la crise climatique, avec l'exploitation, l'augmentation des terres agricoles, l'urbanisation, etc. Puis on a 10 actions concrètes pour agir au quotidien, ou bien de façon plus ponctuelle ou impactante. Et ensuite on a une bibliographie avec des noms d'associations, des références de livres. C'est très succinct, ça se lit très vite, et c'est ce qui fait que cette collection est très facilement accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur, ni d'avoir des bases en environnement ou en biologie. C'est rapide à lire, c'est clair, et ça donne envie d'agir. Ensuite, on va parler de La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, je pense que ça se prononce comme ça, ou Wohlleben peut-être. C'est un livre que je mentionne ici pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances théoriques sur les arbres, leur fonctionnement, leur cycle, les interactions dans l'écosystème de la forêt. C'est un best-seller qui a donc eu énormément de succès, et pour cause, on y apprend beaucoup. C'est vraiment bien vulgarisé, même si, pour ma part, j'aurais aimé une dimension un peu plus poétique dans l'écriture, mais je pense que c'est tout simplement dû à mes attentes, je pensais pas que c'était un livre entièrement documentaire avant de le lire, mais j'ai vu qu'une version BD était sortie et j'aimerais bien voir ce que ça donne sous ce format. On a ensuite un court essai, donc Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre, de Sabah Rahmani, dans lequel la symbolique de l'arbre était très présente ainsi que celle de l'eau, et c'est ce qui m'a donné envie d'en parler en introduction. C'est un recueil de nombreux témoignages de porte-parole de peuples autochtones de partout dans le monde qui s'expriment à propos de l'écologie, de l'impact du changement climatique sur leur mode de vie. C'était un livre absolument passionnant, alarmant, mais que je recommande chaudement. Alors pour celle-ci, c'est une recommandation de Lucas, mon copain, avec le jeu vidéo Ori and the Blind Forest. Et ici, on va incarner Ori, un petit esprit de la forêt, qui doit la sauver car elle s'est dégradée à la suite d'événements mystérieux. L'objectif, c'est de se déplacer entre les plateformes en évitant des obstacles, en résolvant des énigmes. Moi, j'y ai jamais joué parce que j'avoue que je suis pas très branchée jeux vidéo, mais c'était vraiment beau à regarder, que ce soit l'histoire ou bien les visuels. Et mon copain avait vraiment beaucoup aimé y jouer. Et puis en parlant de jeux, il y a aussi plein de jeux de société sur les arbres en lien avec l'environnement, mais alors là, je n'y connais rien du tout. Et on continue avec un peintre français du 19e siècle qui est décrit comme un observateur attentif de la nature à toutes les époques de l'année. C'est Théodore Rousseau qui a peint la nature telle qu'elle était à une époque où les paysages étaient recomposés, idéalisés. Ces tableaux ne racontent pas une histoire humaine, ils s'intéressent vraiment au végétal, à la nature pour ce qu'elle est. Il s'immerge d'ailleurs dans la forêt, qu'il arpente comme ça du matin au soir pour en saisir toutes les nuances. Il individualise les arbres, il en fait de véritables portraits, et ils deviennent les sujets de ses tableaux. Le peintre va d'ailleurs s'engager pour la protection des arbres, puisqu'au nom de tous les artistes touchés par la destruction des forêts, qui sont leur source d'inspiration, il écrit au ministre de l'Intérieur pour demander la préservation d'une forêt, et cela va porter ses fruits, puisque dès 1853, une réserve artistique est créée. Donc je trouvais que ça valait vraiment le coup d'être souligné. Et puis je vous invite à utiliser Ecosia et à faire vos recherches internet via ce navigateur qui, entre autres avantages, s'engage à planter des arbres grâce à l'argent généré par le site. Et c'est vraiment un bon moteur de recherche qui fait aussi preuve de transparence quant à son fonctionnement. Moi je l'utilise depuis des années, et alors je tiens juste à préciser que ce n'est pas du tout un partenariat, hein, personne ne m'a rien demandé. Moi je fais vraiment mes épisodes tranquilles dans mon coin, c'est juste au cas où certains se le demanderaient. Une chanteuse française dont je vous reparlerai à coup sûr dans ce genre d'épisode thématique, c'est Pomme, qui écrit très souvent des titres engagés, dont plusieurs parlent de la planète, et ici c'est sa chanson Les Séquoias que je voudrais mettre en avant. Pomme a la voix très douce, ses paroles sont belles, émouvantes, toujours très poétiques, et la chanteuse y décrit ici son impuissance face à cette crise mondiale, et elle dit vouloir se ressourcer au milieu de la nature, de peur qu'elle ne disparaisse. Je peux malheureusement pas vous passer d'extrait pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous encourage vraiment à aller l'écouter, c'est une très belle chanson.
Et puis en vrai, il y en a plein d'autres aussi, des chansons sur les arbres. Et on va finir avec 4 films, dont 3 dont je vais vous parler très très succinctement parce que vraiment je pense qu'on les a beaucoup vus tourner. Déjà, Totoro et Princesse Mononoke, donc qui sont des films d'animation japonais réalisés par Hayao Miyazaki. Le premier, Totoro, c'est dès la jeune enfance, enfin vraiment c'est fait pour les enfants, donc c'est très mignon, très doux, ça parle de la forêt. Puis Princesse Mononoke, c'est pas pour les enfants, c'est pas mignon, c'est pas doux, mais ça parle aussi de la forêt et de plein d'autres sujets assez profonds également. Mais voilà, Princesse Mononoke, vraiment ne le montrez pas à vos enfants, c'est carrément violent, mais c'est très beau quand même. En tout cas, ce sont 2 films que je vous recommande chaudement. Ensuite, on a Avatar, alors là, je vais pas faire l'affront de faire un résumé, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, eh bien, regardez-le, parce que c'est quand même un très chouette film, et il y a évidemment cet arbre mère qui a une place extrêmement importante chez le peuple Na'vi, et puis ça parle de plein de sujets qui concernent de loin ou de près les arbres, avec notamment l'exploitation. Et puis je voulais finir sur Un cœur à l'envers, ou Flipped en anglais, qui est d'ailleurs un livre à la base, donc en fait c'est même une double recommandation. Et c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon depuis qu'elle est toute petite, et de ce garçon qui n'est absolument pas intéressé par cette voisine un peu collante. Donc c'est surtout une histoire d'amour, mais je tenais à terminer sur ce film parce que pour moi c'est important de montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir une passion dévorante pour l'écologie, pour l'environnement, ou même pour la nature. Plein de gens se sentent mieux chez eux qu'en plein milieu d'une forêt, et je pense qu'il faut respecter ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être habité par l'écologie pour faire ce qui est juste. Et dans Flipped, à aucun moment on nous dit que la passion de cette jeune fille, c'est l'écologie ou autre. Et d'ailleurs, c'est pas du tout autour de cette histoire d'arbre que tourne l'histoire. Non, c'est juste une jeune fille qui décide de faire ce qu'elle trouve juste, et donc de protéger cet arbre en face de chez elle, qu'elle connaît, qu'elle aime, et qui est aujourd'hui menacée d'être coupée alors qu'elle a grandi avec. Et elle s'engage, quoi. Aujourd'hui, on se doit de faire ce qui est juste, et donc de protéger, préserver la nature, parce qu'on en fait intégralement partie. Il n'y a pas les humains d'un côté, le reste de l'autre. C'est un tout qui doit exister ensemble en cohésion. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être passionné par tout ça pour s'engager, pour faire des choix plus responsables, mais ce qui est certain, c'est que plus on s'intéresse au monde qui nous entoure, plus on apprend, plus on comprend, plus on aura envie de le protéger. Alors je suis un peu partie en live là, mais ce que je voulais dire, en tout cas par rapport à ce film, c'est que peu importe la raison pour laquelle vous le regardez, il est vraiment très beau. Il y aurait encore tellement de références à vous présenter que dans quelques années, je prévoirais très clairement une seconde partie parce que déjà j'ai pas pu tout mettre dans cet épisode, sinon ça aurait été carrément indigeste. Et surtout, il y a plein de livres que je n'ai pas encore lus sur le sujet et qui m'attendent sagement dans ma pile de livres à lire, comme Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, que j'avais prévu de lire avant la sortie de cet épisode, mais je dois bien vous avouer que j'ai un peu fait une overdose littéraire des arbres, à vouloir en lire plein ces dernières semaines. J'espère que cet épisode vous a plu et que j'ai réussi à transmettre mes pensées, mes recommandations de façon cohérente. J'ai plein d'autres idées de thématiques que j'aimerais aborder sous ce format, et toujours en lien avec l'environnement pour ce qui est de la série Écosys. Un des prochains, ça sera peut-être sur les oiseaux ou bien sur l'océan. À voir. Moi, j'ai adoré écrire et enregistrer cet épisode. J'ai appris plein de choses aussi en lisant, en faisant des recherches. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous avez des recommandations de livres qui parlent des arbres. Je serais très curieuse de savoir ce que vous lisez. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.